Pourquoi les vaches taries alors qu'on parle de veau? C'est une vérité vraie, mais le veau avant de sortir, il est dans sa vache et c'est vrai que c'est vraiment un point qui est hyper important quand on veut réfléchir un petit peu au niveau, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour améliorer la santé des veaux, de vraiment s'arrêter au niveau des vaches taries. Est-ce qu'elles reçoivent les minéraux? Comment ça se passe au niveau de l'affouragement? Comment se passe la détention aussi? Le confort, il est vraiment important. Et puis, la phase prépa-vélage, donc les préparations vélage, vous voyez ce que je veux dire par ça? Donc cette phase, c'est 3 semaines avant le vélage, c'est vraiment une période qui est vraiment clé pour le démarrage de la lactation, mais aussi pour la santé du veau, quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Alors c'est vrai que malheureusement, pratiquement, c'est des fois difficile de valoriser cette période-là pour diverses raisons, pour des raisons de place, pour des raisons de... Voilà. Des fois, il faut aller les rapercher au fond du pré, on sait bien ce que c'est. Mais c'est vrai que, voilà, si un point clé qu'il faut retenir quand même, c'est que si vous avez un souci avec vos veaux, commencez déjà par regarder ce qui se passe pendant cette phase-là. Les points clés, alors on est dans ces 3 semaines, ce qui est important, c'est de remettre en route la ponce. Vous savez que la ponce, pour qu'elle puisse être capable de digérer les nutriments, il faut qu'elle ait quand même du temps. Donc ça veut dire qu'on va remettre gentiment tout ce qui est énergie sur ces 3 semaines avant vélage, de façon progressive pour que la ponce puisse physiologiquement s'adapter. Et ensuite, au moment où on aura besoin vraiment d'exploiter la ration, qu'elle puisse vraiment utiliser ça au maximum. Ça, c'est un des premiers points. Un des deuxièmes points aussi qui pour moi est hyper important, c'est au niveau de la prévention de l'hypocalcémie, donc apporter des minéraux. Et puis on a aussi tout cet apport de vitamines et puis d'oligo-éléments qui sont aussi très importants après pour aussi le vélage, pour prévenir en fait des problèmes de rétention placentaire et puis pour la santé du veau, pour avoir un colostrum en fait qui soit optimum. Il y a aussi un point important à ce niveau-là, c'est que c'est vrai qu'une vache qui viendrait... Alors après, c'est clair qu'on ne peut pas faire des généralités. C'est clair que chaque exploitation a ses spécificités. Donc là, je vous balance un peu des trucs généraux, mais c'est clair que vos vétérinaires praticiens seront le plus à même pour vous conseiller dans des trucs qui sont vraiment très spécifiques. Mais suivant quel problème on a, quelle pathologie on a, c'est vraiment intéressant que les animaux soient apportés sur l'exploitation quand même bien avant le vélage, pour qu'ils soient en contact avec les germes et puis qu'ils puissent, eux, développer leur immunité, qui vont ensuite transmettre les anticorps à leur veau via le colostrum. Voilà, donc en gros, c'est ces 3 points-là que je pourrais résumer sur la phase des taris. Avant d'arriver à ce stade de veau, juste quand même un mot pour le vélage, pour les points vraiment clés à regarder à ce moment-là. C'est vrai qu'on a quand même remarqué que un vélage qui se déroule bien, avec un confort, en fait, ça fait un veau qui est aussi mieux. C'est tout bénéfice, autant pour la mère que pour le veau. Donc le box de vélage, il est juste là-bas derrière. Et puis c'est vrai que globalement, on a une petite règle qui concerne aussi les interventions de l'humain sur les vélages. On dit en gros 2 pieds 2 heures. Vous l'avez sûrement déjà tous entendu. Ça, c'est clair que ça concerne que les vaches à partir du 2e vélage. Pour les genisses, on réagit un petit peu quand même différemment. Ça peut prendre des fois quand même plus de temps. Et puis, c'est sûr que si tout paraît aller dans le bon sens, si vous avez une vache qui pousse et rien qui se passe, c'est clair qu'on ne va pas attendre qu'il y ait les pieds qui sortent pour se dire qu'il y a un souci. Dès le moment où le veau est né, un point clé que je pense qu'il y a important aussi à retenir, c'est qu'un veau qui est sec, il boit mieux. L'été, quand il fait chaud, puis qu'on a le soleil qui sèche, c'est clair que c'est beaucoup plus facile, mais l'hiver, c'est vraiment important que ces veaux ils soient séchés. Ça fait partie justement dans cette liste de contrôle, des points qui sont vraiment importants, que les veaux soient séchés. Ils peuvent boire jusqu'à à peu près 50% de plus en étant bien secs. C'est assez logique en fait, parce que le veau, quand il va naître, s'il est tout mouillé, forcément que s'il y a un petit courant d'air derrière, vous imaginez vous sortir de la douche puis aller dehors, c'est pas très agréable. Donc c'est cette énergie qu'il va mettre en fait pour se réchauffer, s'il n'est pas séché, il l'aura moins pour téter de façon efficace.
Au niveau de l'apport de colostrum, ça c'est vraiment aussi un point clé. Le colostrum, on va en parler, ça c'est un point qu'on va en parler cet après-midi. Si jamais on démarrera sur le stand, donc je ne tape pas forcément, à moins que vous ayez des questions spécifiques, mais le colostrum, il y a beaucoup à en dire. C'est la potion magique. Non, mais c'est vrai que s'il y a vraiment un aliment miracle, quand on parle d'un aliment médicament, c'est vraiment le colostrum. Donc là, c'est vraiment important la quotité. Et puis, au niveau ensuite des veaux, ici, on peut voir comment ils sont détenus. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais là, moi, ça me plaît bien de voir ces veaux comme ça, qui sont dans des niches surélevées. Ça permet d'avoir les liquides qui sortent. Et puis, on regarde au niveau du confort du veau. On a ce qu'on appelle un score de... je ne sais pas trop comment on dirait ça en français, c'est le nesting score, score de nidation. Non, ça fait un peu moche, mais... qui permet en fait de voir si le veau a suffisamment de paille pour se faire vraiment un nid dedans. Et des études ont montré que des veaux qui sont vraiment bien paillés et qui sont au sec, ils ont aussi beaucoup moins de risques d'avoir des problèmes respiratoires. Donc là, nos petits veaux, c'est vrai qu'on voit qu'ils ont un bon lit de paille, on peut constater au niveau des postérieurs, derrière, qu'ils arrivent à vraiment se faire un petit nid dedans. Là, c'est un paillage qui, pour moi, est tout à fait satisfaisant. Alors, je ne sais pas si vous voulez venir voir. Autrement, au niveau des points qu'on regarde aussi, qui sont aussi importants pour ces veaux après la naissance, c'est qu'ils soient vraiment boostés au niveau des oligos et au niveau des minéraux. Ça, on a quand même remarqué aussi que ça apportait vraiment un plus pour les animaux au niveau de leur santé. Donc, alors là, voilà, on est en été. L'hiver, il m'a dit qu'il peut baisser les parois brise-vent. Et puis, je lui ai demandé justement, il travaille avec les couvertures, le cas échéant, il a des couvertures. C'est particulièrement important s'il y a un veau qui est aussi malade. Vraiment, quand ils sont dehors comme ça, de les couvrir quand ils sont malades, parce que c'est clair que l'énergie qu'ils dépensent à se chauffer, ils peuvent pas c'est de l'énergie qu'ils n'ont pas pour eux. Après, ça sollicite en fait le système immunitaire. On gaspille un peu des forces. Alors, les couvertures, après qu'ils soient secs, après, ça dépend un peu de la température. C'est pendant... si vraiment les conditions de détention font qu'il fait vraiment froid, à ce moment-là, théoriquement, on pourrait même les laisser pendant les 10 premiers jours. Température de confort du veau, en principe, c'est entre 15 et 25 degrés. Donc, voilà. Après, c'est vrai que ça peut être sur la journée, c'est déjà tout ça pris. Tout dépend, en fait, du système de détention. Une fois qu'ils sont secs, ouais. La couverture, c'est un plus. C'est pas forcément absolument indispensable. Ça, c'est vraiment à faire un petit peu en fonction du type d'exploitation, quoi. La couverture, je trouve qu'après, si on la met juste pour sécher le veau, ça va, mais à long terme, après, on ne sait jamais quand l'enlever, en fait. C'est ça qui est le plus compliqué. Alors, ce que moi, je conseillerais dans ce genre de cas, c'est déjà de savoir à peu près la température, au niveau de l'environnement, comme on sait. Et puis, c'est vrai que si vous la laissez sur la journée, voire 24 heures, après, effectivement, après, il a suffisamment acquis d'énergie, surtout si au niveau de l'apport de colostrum, au niveau de la pétille, on voit que ça démarre bien. Après, on peut l'enlever, quoi. Et puis après, c'est clair que l'été, l'automne, c'est vrai qu'il y en a certains qui disent dès que la température descend, faut se dire, ces veaux devraient les couvrir tout le temps, mais je veux dire, pratiquement, on peut pas le faire, c'est pas possible. On est bien d'accord. Mais c'est clair que si vous arrivez à bien sécher vos veaux, ils n'ont pas après forcément toujours besoin d'avoir la couverture. Ça, c'est clair. Normalement, un veau qui est sec, il ne devrait plus avoir besoin. Normalement, un veau qui est sec, à moins qu'il fasse vraiment un système de détention, qu'il fasse vraiment froid, effectivement, on n'est pas forcément obligé. Mais par contre, c'est intéressant de savoir que c'est un plus, par exemple, pour un veau qui tombe malade. Un veau qui fait de la diarrhée, ça l'aide quand même. À ce moment-là, ça contribue en fait. Ça met toutes les chances de son côté pour une bonne guérison. Voilà, et autrement dit.
Et puis, je fais juste le petit rappel UPAN. N'oubliez pas de donner de l'eau à vos veaux. Ça, c'est... Voilà. Et le fourrage, légalement parlant, c'est à partir de la 2e semaine. Hein. Après, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'ils ne vont pas en manger beaucoup, on est bien d'accord, mais même si vous mettez tout de suite, il commence à mâchouiller. Là, vous avez vu, là, il met un peu de tourbe. Hein. Ça, c'est ce qui donne à partir de la fin de la première semaine de vie. Il en donne assez volontiers. Ce qu'on conseille aussi, c'est que ces veaux ils puissent assez rapidement avoir accès à un petit peu de concentré. Alors, il faut bien sûr des concentrés du floconné adaptés à des veaux. Il ne faut pas aller leur balancer du floconné des vaches. Ça, on est bien d'accord. Mais c'est vrai qu'ils en mangent très peu. Ils mâchouillent un peu, mais malgré tout, ça prépare déjà gentiment. Donc, l'idée, c'est d'en mettre vraiment un petit peu et de changer régulièrement. Voilà, ça, c'est... un petit peu 2-3 points déjà au niveau des veaux. Après, il y a au niveau de la façon d'alimenter aussi. Et ça, c'est peut-être la grande nouveauté aussi. Enfin, je pense que vous en avez peut-être entendu parler. On en parle de plus en plus de cette alimentation à volonté, ad libitum. Donc, c'est clair qu'il y a quand même des études qui montrent que ça a un effet. En fait, il y a un phénomène de programmation métabolique. En fait, on donne un signal au corps pour qu'il développe tout son potentiel génétique au maximum, en fait, en donnant une alimentation à volonté. Alors ici, il fait de l'alimentation semi à volonté, c'est-à-dire il fait les 24 premières heures, il donne le colostrum et tout, puis après, il passe assez rapidement à 4 litres matin et soir. Donc les veaux, ils reçoivent quand même passablement de quantité. La grande crainte de cette alimentation à volonté, alors après, vous pouvez passer sur le stand, si ça vous intéresse, il y a des documents sur un petit peu comment faire. C'est clair que la grande crainte, c'est est-ce qu'il va choper la diarrhée? Eh bien, l'expérience montre que non, ils peuvent avoir les selles un petit peu molles, mais c'est pas de la vraie diarrhée. Et au contraire, il semblerait, alors ça n'a pas encore été prouvé par des études de longue échelle, mais il semblerait qu'au contraire, ils aient un petit peu moins de diarrhée. Et puis surtout, ce que vous allez voir, c'est que vous allez voir un accroissement optimal, quoi. Hein. Ça, c'est clair. Mais c'est intéressant de savoir que si des fois, on pourrait aussi dire, mais pourquoi elle a une génétique qui devrait arriver là? Pourquoi est-ce que le potentiel génétique n'est pas déployé complètement? Eh ben, on peut peut-être aussi là, c'est peut-être des petites choses qu'on peut mettre en place pour vraiment exploiter le potentiel génétique complet de ces genisses d'élevage. Et puis accessoirement aussi des taureaux à longue raie, hein, si on a un accroissement vraiment optimal. Et ça, c'est des points, en fait, effectivement, dans les listes de contrôle. C'était des points pour l'accréditation d'une ferme dans le projet Optivo. C'était des points qui étaient vraiment importants. Donc, cet apport de colostrum précoce, l'alimentation à volonté ou semi à volonté, l'apport de minéraux, oligos, juste après la naissance. Ça, c'était vraiment des points qui comptaient assez lourds dans leur histoire. En fait, ils ont fait un système de comptage de points. Et puis, le but, c'était d'avoir pas le plus de points possible. Là, en l'occurrence, le but, c'était d'avoir le moins de points possible. Donc, et puis, ça permettait d'avoir la reconnaissance. Enfin, ça, c'était, voilà. L'histoire, après, ça permet cette base de discussion aussi pour qu'est-ce qu'on peut apporter comme conseil ou pas, quoi. L'apport minéraux oligo, vous les faites comment, idéalement? Alors, ça peut exister sous forme de booster, qu'on peut donner... S'il contient du fer, il faut plutôt attendre 24 heures, parce que pas dérégler le tractus digestif s'il est assez haut dosé. Ou alors simplement sous forme d'injection. Par exemple, une injection d'un mélange de vitamine E et sélénium sous forme de... Enfin, demandez à votre veto, tocosélénite, je ne sais pas quel produit ils vous vont, mais les deux formes étaient, en fait, dans le cadre du projet, étaient tolérées. Et puis pratiquement parlant, l'avantage d'un booster, c'est qu'il a plus que juste de la vitamine E, du sélénium. Il a d'autres oligo-éléments aussi, d'autres vitamines. L'avantage de l'injection, voilà, suivant s'il n'y a pas grand-chose. Mais là aussi, hein, suivant comment, c'est vrai que je pense que il y a aussi un point clé, c'est de se dire que si mes vaches, elles sont bien supplémentées au niveau minéraux, oligo,
eh ben, elles ont un colostrum aussi qui est plus riche. Après, c'est comme toujours. Hein. Lui, par exemple, ici, dans l'exploitation, il a quasi pas de problème. Donc, je ne sais plus maintenant. Attendez, je vais juste regarder s'il fait quelque chose systématiquement ou pas. Mais c'est clair que, globalement, on ne va pas non plus changer l'équipe qui gagne. Hein. Si vous n'avez aucun problème, que rétention placentaire, c'est anecdotique, que vos veaux, ben, vous n'avez pas plus de soucis, ça veut dire qu'ils probablement ils reçoivent tout ce dont ils ont besoin. Ça, c'est quand même... alors, c'est qu'il est cette histoire. Ah oui, puis un des points aussi qui était compté là-dedans, c'est la vaccination. Ça, c'était dans le projet. Hein. Mais ça, on vous en parlera pendant la conférence d'après-midi. Qu'est-ce qu'il donnait là? Tac, booster. Alors, il faisait effectivement... Alors lui, ici, il donne des vitamines et des illégaux directement en poudre. C'est complément dans le genre un milkshake, un complément. Là, il le donne comme ça. Et puis, s'il a un veau, par exemple, qui est plus faible ou qui a moins de colostrum, alors là, il fait une injection vitamine E sélénium. Voilà. Un petit peu comment... Mais je pense que vraiment les points clés à retenir, après, c'est clair que c'est des choses peut-être que vous savez tous, mais si vous êtes frustré des fois du peu, enfin, vous trouvez que la génétique se développe pas de façon optimale, ben, pensez peut-être à réfléchir aussi au niveau des veaux. Est-ce qu'on met tout en place pour que leur potentiel génétique se développe? Et pensez à cette histoire de programmation métabolique. Je pense qu'on va en parler de plus en plus, quoi. Après, la façon de le faire, là, c'est vrai que ça doit vraiment être adapté à chaque situation. Mais en gros, ce qui se fait assez volontiers, c'est de mettre le lait le matin avec un couvercle. Et puis, on laisse la quantité... le veau, il boit quand il veut, comme il veut. Et puis, pas de souci, c'est pas grave si le lait n'est plus chaud. C'est en fait ce qui est important pour le réflexe de la gouttière, pour que ça aille bien dans la caillette. C'est surtout que le fait que le veau doit lever la tête et téter. Et téter fortement, il ne faut pas que ça coule trop vite. Hein. C'est pour ça que l'eau, c'est mieux de le mettre pas dans un bidon avec une tétine, mais plutôt de le mettre en bas. Parce qu'en fait, avec le mouvement en bas, l'eau, on veut vraiment qu'elle aille dans la ponce, parce que c'est là qu'elle va être le mieux utilisée, puis qu'elle aide en fait au développement aussi de la ponce. Donc l'eau, on la met en bas, et puis le lait plutôt dans une position physiologique pour le veau. Vous voyez, un veau sous la mer, comme il tète, quoi. Voilà, moi j'ai à peu près fini. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Pour l'aliment à volonté, ça va quand ils sont séparés les uns des autres? Alors, en groupe, ça marche toujours? Alors en groupe, ça marche toujours. Hein. Alors après, c'est clair qu'il faut voir en fonction de l'exploitation, dans le sens qu'il faudrait avoir des lots qui soient quand même homogènes. Parce que si on met un petit avec des tout gros, ça va être un peu compliqué. Et puis en fait, l'idée de l'alimentation à volonté, c'est d'y aller à volonté pendant 4 jusqu'à maximum 6 semaines. Et puis après, on commence gentiment à restreindre au vu du sevrage. Pour avoir un sevrage autour de la 12e semaine. Donc après, on va progressivement diminuer. C'est pas à volonté pendant 4 mois. Ça ferait un peu cher, quand même.